Soutenir Assange, c'est avant tout exposer les faits, montrer la réalité de la persécution menée par Washington. C'est en 2010 que Wikileaks et son fondateur se font connaître mondialement, et c'est également l'année du début de la persécution. Une persécution étatique, judiciaire, financière, mais aussi médiatique. Vous venez de voir certaines des réactions suscitées par la publication des documents obtenus grâce à Chelsea Manning sur les guerres d'Irak et d'Afghanistan, ainsi que sur la diplomatie états-unienne. Ces révélations d'intérêt public, qui apportaient notamment des preuves de crimes de guerre, ont déclenché la fureur de nombre de commentateurs influents et de responsables politiques de premier plan aux États-Unis. Très tôt, on exige des poursuites judiciaires contre Assange. On l'assimile à un terroriste. On réclame son assassinat. Bref, il faut neutraliser d'une façon ou d'une autre Wikileaks et son fondateur. Cette vidéo, réalisée par l'organisation en 2012, est si éloquente que nous avons voulu en faire une version sous-titrée pour montrer au public francophone le degré d'hostilité contre Assange aux États-Unis, le pays qui réclame aujourd'hui son extradition. C'est ce que nous avons fait avec la coopérative audiovisuelle Les Mutants de Pangée. On remarque dans ce montage un élément de la campagne de dénigrement qui perdure jusqu'à maintenant. Les publications de Wikileaks auraient mis des personnes en danger. C'est une fausse information. Washington n'a jamais pu fournir le moindre exemple. Pourtant, cette calomnie continue d'être colportée, notamment par des journalistes. L'affaire Assange, c'est aussi l'histoire d'une campagne de dénigrement qui a terriblement fonctionné. C'est pour contrer celle-ci que les Mutants de Pangée ont décidé en 2021 de sortir en France le documentaire Hacking Justice de Clara Lopez Rubio et Juan Pancorbo. Au début, cela devait être seulement un coffret DVD avec un livret. Ce dernier est devenu un livre. Et puis le film est finalement sorti au cinéma. 150 projections débat ont été organisées dans toute la France. Le livre est une compilation d'articles sur tous les aspects importants de l'affaire. De nombreuses pages sont consacrées à la réfutation des fausses informations et des calomnies qui ont tant nui à la constitution d'un vaste mouvement de solidarité. Il contient notamment une chronologie détaillée qui rétablit clairement les faits dans leur enchaînement. C'était utile car on finit par perdre le fil. La persécution s'étale sur bientôt 13 ans, avec de nombreux détails et ramifications, et puis le souvenir des grandes révélations de 2010 s'efface. Nous voulions aussi rappeler le contenu de celles-ci, à la fois pour leur intérêt propre et pour ne pas perdre de vue la véritable raison pour laquelle Assange est persécuté, son travail de journaliste. Comme la chronologie le restitue, l'agressivité de l'appareil de sécurité nationale US avait commencé avant les révélations de Manning. Un document secret du Pentagone, daté de mars 2008 et révélé par Wikileaks en 2010, qualifie l'organisation de, je cite, « menace pour la sécurité informationnelle de l'armée américaine ». Ce rapport de contre-espionnage préconise l'envoi de fausses fuites, le recours à une campagne de presse pour ruiner l'image du média fondé en 2006 et le harcèlement juridique des lanceurs d'alerte et des membres de Wikileaks. En juin 2010, le Pentagone, toujours lui, crée une Wikileaks Task Force dans laquelle 120 personnes travaillent en secret pour neutraliser et détruire l'organe de presse. La persécution est aussi financière. Fin 2010, Visa, Mastercard, Bank of America, PayPal et Western Union bloquent les dons à Wikileaks, sans fournir le moindre exemple d'activité illégale à laquelle se livrait l'organisation. Selon Assange, entre décembre 2010 et octobre 2011, ce blocus financier aurait détruit 95% des revenus de Wikileaks. Et puis ce sont les attaques informatiques. Le site de Wikileaks en subira une en novembre 2010. L'année suivante, le nom de domaine de Wikileaks sera même supprimé aux États-Unis pendant quelques temps à la demande du sénateur du Connecticut Joseph Lieberman. En août 2012, Wikileaks subit pendant quelques jours une attaque par déni de service. D'autres suivront. Mais la persécution est avant tout judiciaire. Il s'agit d'un cas d'école de lawfare, la pratique qui consiste à instrumentaliser la justice à des fins politiques. 3 pays se feront les relais actifs de la volonté de Washington, le Royaume-Uni, la Suède et l'Équateur de Lénine Moreno. Je ne m'étendrai pas sur l'affaire suédoise, qui est à la fois l'origine de l'enfermement d'Assange et un élément central de la campagne de dénigrement. Je suggère seulement à ceux qui doutent encore qu'il s'est produit là une machination visant à détruire la liberté et la réputation d'Assange, de lire le livre très rigoureux de Nils Melzer, L'affaire Assange, histoire d'une persécution politique, paru en français en septembre dernier aux éditions Critiques.
Contrairement à ce qui est souvent avancé, Assange s'est toujours mis à la disposition de la justice suédoise. Il avait reçu l'autorisation de quitter la Suède et il était prêt à y retourner, à condition que Stockholm lui garantisse qu'il ne serait pas extradé vers les États-Unis. Un engagement qu'on lui refusera toujours. Or, Assange savait au moins depuis décembre 2010 qu'il y avait des pourparlers entre la Suède et les États-Unis au sujet de son extradition. Et grâce à une fuite, il savait également, dès janvier 2011, qu'un grand jury s'était réuni en secret dans l'État de Virginie pour explorer les angles de poursuite et qu'il existait un acte d'accusation sous scellé contre lui. Assange avait également en tête le cas d'Ahmed Aguiza et Mohamed Al-Zeri, deux demandeurs d'asile égyptiens en Suède, soupçonnés de terrorisme. Ils furent livrés par Stockholm à la CIA en décembre 2001 dans une opération de type Extraordinary Rendition. Immédiatement envoyés en Égypte, ils y subirent des tortures. La Suède est un pays à la fois allié et vassal des États-Unis, de par la réalité du rapport de force. Les services de renseignement des deux pays collaborent étroitement. Il y avait tout lieu de craindre que Stockholm ne puisse ni ne veuille résister à une demande d'extradition. 13 ans plus tard, les répercussions des événements de 2010 se font toujours sentir. Tout a basculé cette année-là. L'affaire est complexe dans ses détails, mais très simple dans le fond. Washington punit un journaliste gênant. Il s'agit d'une vengeance d'État. Voilà tout. La persécution sert par ailleurs à intimider la presse et les lanceurs d'alerte. En Arabie Saoudite, pour faire disparaître un journaliste, on le dissout dans l'acide. C'est expéditif. Je pense évidemment à Jamal Khashoggi. En Occident, on est plus subtil. On le dissout pendant 13 ans dans l'acide du lawfare, de la calomnie et de l'indifférence. Deux styles de cruauté. La persécution de Julian Assange devrait être l'affaire Dreyfus de notre temps. Une affaire Dreyfus mondiale. Certes, il y a des différences importantes entre les deux cas. Dreyfus a été persécuté simplement parce qu'il était juif. Assange est persécuté parce qu'il a publié des documents embarrassants pour Washington. L'un pour ce qu'il est, l'autre pour ce qu'il a fait. Mais dans les deux affaires, il s'agit d'une persécution étatique implacable, s'étalant sur de nombreuses années, avec des mensonges, des calomnies, des faux, et une campagne de dénigrement abjecte. Pour ma part, si j'utilise cette comparaison, c'est aussi pour activer un imaginaire français, pour essayer de réveiller un sens de l'indignation morale et intellectuelle. Et puis pour faire comprendre que la libération d'Assange nécessite une mobilisation de la même ampleur que celle qui a permis d'innocenter Dreyfus. Nous avons besoin que des grandes voix s'expriment haut et fort, des intellectuels, des artistes et bien sûr des journalistes. Et pas en se pinçant le nez comme c'est souvent le cas. Nous avons besoin d'un Zola. À vrai dire, nous l'avons déjà. C'est Nils Melzer, avec son livre déjà évoqué. Comme l'a dit Stella Assange, c'est un ouvrage de la même portée que le J'accuse de Zola. Hélas, il n'a pas encore un écho médiatique important. Voilà, nous avons déjà le Zola et le J'accuse de l'affaire Assange. Il faut maintenant qu'il soit écouté. Et c'est à la presse en premier lieu de s'en saisir. Il en va de la vérité et de la justice.